Bonjour à tous et merci beaucoup au ministère de m'avoir invité à venir présenter. Comme on vient de vous le dire, moi je suis initialement chercheur en économie de l'éducation où j'ai mené un ensemble de travaux sur les questions du rôle des contextes éducatifs, sur les inégalités scolaires, sur la mixité sociale à l'école, aussi un peu sur la question des inégalités hommes-femmes. J'ai aussi eu la chance de piloter pendant plusieurs années un ensemble de dispositifs pédagogiques où je travaillais avec des lycées un peu partout en France pour essayer d'aider les lycéens de milieux populaires à se préparer aux études supérieures. Voilà, j'ai également travaillé pendant 2 ans pour France Stratégie et actuellement j'ai fondé, je dirige une jeune start-up qui s'intitule Didask et qui propose une plateforme d'apprentissage à destination des enseignants et des formateurs basée sur la recherche scientifique en psychologie cognitive. Voilà pour le tour d'horizon de mes activités. Alors, sur le fond du sujet, avant tout, j'aime bien essayer de mettre un peu les choses en perspective, et je crois que cette journée est un peu l'occasion de le faire. Je veux dire, je crois qu'on est à une période où je crois que de grandes transformations sont en train d'avoir lieu dans nos systèmes éducatifs, hein, pas qu'en France, dans le monde. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, pendant des années, on s'est focalisé sur la massification de l'enseignement, à essayer de donner au maximum accès à tous les élèves, de plus en plus tard, accès à l'éducation et à l'enseignement. C'est ce qu'on a fait quand on a démocratisé l'enseignement secondaire, c'est ce qu'on est en train de faire de manière très large avec l'enseignement supérieur, et c'est un mouvement évidemment général dans le monde. Ce que la réalité des enquêtes internationales sont en train de nous révéler, enfin nous ont révélé déjà depuis maintenant 10-15 ans, mais qui n'était pas du tout une évidence pour tout le monde, c'est qu'il ne suffit pas de diffuser, il ne suffit pas de donner accès pour que les gens apprennent réellement. Et ce qui nous arrive de la figure, c'est que on a beau avoir tous ces enfants et tous ces élèves qui sont à l'école, on voit bien que les inégalités sont très importantes parce qu'il ne suffit pas d'enseigner à quelqu'un pour qu'il acquiert des savoirs et des compétences qu'il est capable de mobiliser durablement. Et par rapport à ça, je crois que justement, toute la question de l'innovation pédagogique dont on parle aujourd'hui, c'est là où elle se situe. C'est la réponse. Maintenant, comment on répond à ce problème qui est finalement le vrai problème. Et c'est important de se rappeler, je pense, et de le redire à une période où on attaque beaucoup l'école, où on entend des discours un peu réactionnaires, type retrouver la grandeur de l'école. Je pense que c'est important quand même de se dire qu'en réalité, ce défi-là, l'école n'a jamais eu à le faire. L'école n'a jamais eu à le faire, l'école n'a jamais eu à essayer de faire réellement acquérir à toute une classe d'âge autant de savoirs et de compétences. C'est un défi qui est récent, qu'on s'est donné récemment, qui est fantastique, qui est magnifique, qu'on essaie de faire, mais qui est très dur. Et que voilà, je pense que c'est important de se le rappeler parfois et de se dire que tous les efforts qu'on fait, même si parfois on peut un peu déprimer en se disant on a l'impression que c'était mieux avant, c'est faux. Et voilà. C'était juste pour introduire rapidement mon propos. Ensuite, alors sur la question du numérique, c'est évidemment un gros sujet quand on parle d'innovation. C'est vrai que cette question est importante parce qu'on voit bien qu'en même temps, on parle de numérique absolument partout et de plus en plus. On voudrait qu'on utilise le numérique partout. Et en même temps, quand on regarde aujourd'hui les éléments scientifiques qui permettent d'évaluer l'impact du numérique sur les apprentissages, vous avez sûrement entendu parler de cette étude de l'OCDE publiée l'année dernière, je crois, qui s'intitule Connecté pour apprendre, et qui montre qu'en moyenne, le numérique a l'air d'avoir au mieux 0 effet sur les apprentissages en soi. Et alors c'est vrai que ça interpelle beaucoup parce qu'on est nombreux à utiliser le numérique dans nos pratiques et où on a l'impression, et parfois qu'il se vérifie, hein, que les élèves apprennent effectivement mieux. Je crois qu'en fait c'est assez logique parce qu'en réalité ces enquêtes qu'elles regardent, mais elles nous rappellent quelque chose de vraiment très intéressant, c'est qu'au fond le numérique n'est qu'un support, n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen, et que la question n'est pas de savoir d'utiliser le numérique ou de ne pas utiliser le numérique. La question, elle est avant tout pédagogique. Qu'est-ce qui fait que les élèves apprennent mieux ? Comment je fais pour que les élèves apprennent mieux ? Et ensuite, comment est-ce que le numérique peut m'aider à cela ? Et je pense que c'est essentiel de se poser les questions toujours dans ce sens-là. Parce qu'au bout d'un moment, alors je fais partie des gens, et je pense que vous êtes nombreux dans cette salle, à aimer en partie l'innovation pour l'innovation en soi, parce qu'on aime créer, on aime tester des choses, etc. Sauf que
Ce n'est pas le cas de tout le monde, et dans le système, on le voit, on le connaît, hein, un ensemble d'acteurs. Bon, je ne parle pas des très réfractaires et qui, pour des mauvaises raisons, et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux. Je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs de terrain, d'enseignants, et pas que les enseignants, un ensemble d'acteurs qui ne sont pas réfractaires, mais qui sont dubitatifs par rapport à la pratique du numérique. Non pas qu'ils le rejettent en soi, mais qui se demandent en quoi concrètement ça change ma pratique, en quoi concrètement ça me permet de mieux gérer des problèmes pédagogiques que j'ai, mieux gérer l'hétérogénéité de mes élèves, réussir à les faire mettre en pratique de manière systématique leur savoir. Comment est-ce que je peux vraiment faire ça et du coup, je pense que c'est vraiment important de garder toujours cette focale parce que sur la finalité, et la finalité ne peut être rien d'autre que l'impact de notre usage du numérique sur les apprentissages concrets des élèves. Et parce que si on ne le fait pas et qu'on pousse les acteurs à utiliser du numérique sans remettre en question ces usages dans des directions qui sont réellement efficaces, on finit par épuiser les acteurs. Et je pense qu'on connaît tous beaucoup d'acteurs, et dont vous pouvez faire partie également, qui se sentent épuisés d'avoir innové, d'avoir testé des tas de choses, d'avoir investi du temps et de l'énergie dans des innovations, dans des dispositifs dont à la fin, bien qu'ils peuvent être excitants sur le moment, qu'ils ont pu enthousiasmer les élèves, tout le monde, on se demande au fond quel a été l'impact, on finit par s'épuiser et on finit par générer un cercle vicieux dans lequel on a de plus en plus de mal à mobiliser les acteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, je pense, extrêmement rattaché. Et ça veut dire aussi donner à tous les acteurs, je crois, la capacité à évaluer les résultats des initiatives et des innovations qu'ils prennent. Innover, c'est bien joli, mais si à la fin, vous n'êtes pas en capacité de savoir, simplement juste par des outils de mesure, de savoir finalement est-ce que les élèves ont plus progressé avec cet outil qu'avec un autre, l'innovation peut durer pendant un certain temps et on peut aller dans plein de directions, dont des directions qui ne servent à rien. Évidemment. Donc je pense que voilà, il faut toujours penser cette articulation entre innovation et évaluation sur l'impact réel en termes d'apprentissage. Sinon, on peut prendre le risque d'épuiser un grand nombre d'acteurs dans des innovations qui ne mènent à rien. Alors comment est-ce qu'on fait ça du coup? Comment est-ce qu'on trouve des moyens d'utiliser le numérique qui permettent d'améliorer réellement les apprentissages? Alors là, moi, c'est en quoi je crois. Moi, je travaille beaucoup avec la psychologie cognitive. Dans ma start-up, on travaille en collaboration avec le département d'études cognitives de l'École normale supérieure de Paris. Donc bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai vu qu'à la présentation précédente, il y avait déjà un ensemble de choses qui avaient été dites, donc je ne vais pas re-rentrer énormément dans les détails. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de s'appuyer au maximum sur des résultats de la recherche empirique et réplicable. Malheureusement, quand on dit s'appuyer sur la recherche scientifique, j'essaie toujours de prendre un peu des précautions parce que je crois que malheureusement dans ce qu'on appelle scientifique, il y a aussi beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre de la théorie, voire parfois de l'idéologie. Pédagogique, je pense qu'on lit encore trop et on voit encore trop de recommandations qui commencent par selon telle théorie, les gens apprennent comme ça et donc c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Je pense qu'il faut vraiment prendre garde à ça. Exactement pour la raison que je vous ai dit, parce que ça peut nous amener à suivre des directions qui, en fait, n'amènent à aucun résultat concret sur le terrain. Je prends l'exemple bien connu des intelligences multiples et des styles d'apprentissage, qui est peut-être la théorie, qui est une des théories les plus diffusées et qui effectivement est très séduisante. Je pense que pour tous ceux qui sont un peu inquiets de la question des inégalités, l'idée de se dire que chacun a une manière de réfléchir qui est différente, que chacun a des préférences différentes, ce qui est vrai en l'occurrence, c'est-à-dire le fait que les individus ont des préférences pour certains formats plutôt que d'autres, ça c'est une réalité. En revanche, ce qu'on a déduit de ça, l'idée des styles d'apprentissage, c'est-à-dire que des élèves apprendraient mieux en leur diffusant certains types de formats visuels en vidéo, alors que d'autres apprendraient mieux de manière auditive, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens consacrent de l'énergie, alors qu'on n'a jamais été en mesure de le vérifier scientifiquement.
Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de s'appuyer plus sur des résultats qui vont dans l'autre sens. Donc vous avez dû entendre parler des travaux de psychologues cognitivistes comme Stanislas Dehaene, mais ce n'est pas le seul, même si c'est sûrement celui qu'on entend le plus, qui nous ramènent en fait à ce qu'il appelle les piliers de l'apprentissage, mais qui sont simplement en fait les mécanismes cognitifs fondamentaux qui font que quelqu'un apprend durablement et va être capable de mobiliser durablement des savoirs et des compétences. Et à partir qui sont des choses qui ont été montrées par des faits empiriques, avec des expérimentations rigoureuses, des groupes tests, des groupes témoins, et à partir de l'accumulation des résultats qu'on a pu répliquer pour des apprenants à tout âge, dans des tas de disciplines différents, on en a conclu ces résultats, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats concrètement dans les salles de classe, l'établissement, plutôt que d'aller dans trop de directions. Je vais vous donner quelques exemples. Je pense que le premier résultat, c'est l'attention, l'engagement. On sait que le premier facteur qui fait que quelqu'un va apprendre, c'est qu'il est cognitivement engagé dans l'exercice. C'est-à-dire qu'il essaie réellement de bouger ses représentations mentales par rapport à ce qu'on est en train de lui expliquer pour essayer d'apprendre. S'il n'est pas engagé, vous êtes sûr que tout ce que vous pouvez faire après ne fonctionnera pas. Et donc, quand on pense à cette question de l'engagement, on se dit, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique, en fait, potentiellement. Tous ceux qui font, par exemple, de la pédagogie par projet, d'une certaine manière, c'est une manière d'engager. En montrant aux élèves à quoi ça leur sert concrètement, vous mettez un moyen pour engager l'élève activement dans son apprentissage parce qu'il comprend l'utilité. Mais après, il y a des choses, par exemple, on sait que l'engagement vient aussi de la capacité à bien calibrer le défi qu'on pose à l'élève. Et ça, je crois que c'est dans le monde plutôt du jeu vidéo, du jeu de manière générale d'ailleurs, dans le game design qu'on a le plus de réponses. Je dis souvent que les game designers sont d'excellents pédagogues, parce que tout le concept du game design, quand vous concevez un jeu, c'est que vous devez imaginer un défi qui en permanence soit suffisamment difficile pour être intéressant pour l'élève. Quelque chose qui est trop facile, ça n'intéresse absolument personne, même les élèves les plus en difficulté, et en même temps à sa portée pour qu'ils se sentent en capacité de pouvoir relever le défi. Et donc ça, par exemple, des outils numériques qui nous permettent d'évaluer finement par les données d'apprentissage le niveau de chaque élève et de leur proposer un défi justement à la hauteur, là on a un usage du numérique qui est intéressant et qui s'appuie sur des résultats scientifiques un peu solides. Un deuxième, par exemple, c'est le deuxième résultat, c'est la mise en pratique systématique. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez connaître sous d'autres termes. En pédagogie, on parle d'évaluation formative, un terme que vous connaissez tous, qui consiste simplement à dire qu'on met l'exercice au centre de l'apprentissage. Pourquoi ? Qu'est-ce que les cognitivistes ont démontré ? Ils ont démontré qu'on n'apprend pas au moment où on est le récepteur passif de l'information, d'un cours, d'une vidéo, de texte, aussi bien fait soit-il. L'apprentissage se fait au moment où l'élève essaie de mobiliser cette connaissance pour résoudre un problème. Pourquoi ? Alors pour deux raisons. Le premier, c'est une histoire de ce que les cognitifs appellent les traces mentales. C'est un peu comme l'idée d'une forêt. Vous imaginez mettre quelqu'un au milieu d'une forêt. La première fois, il va pas trouver son chemin. Si vous le lui refaites faire plein de fois, au bout d'un moment, intuitivement, il saura retrouver le chemin. C'est exactement ça. En fait, un savoir, il faut qu'il le mobilise pour plus tard être capable de retrouver le chemin qui va lui permettre de mobiliser à nouveau. Et le deuxième aspect, c'est évidemment que c'est en mettant en pratique qu'il provoque ce mécanisme fondamental de l'apprentissage, qui est le retour d'informations correctif. Vous apprenez au moment où vous testez votre représentation mentale et que votre environnement vous envoie un retour d'informations pour vous dire si vous vous trompez ou pas. C'est en fait exactement ce qu'on a tous observé chez les enfants. Un enfant, il apprend comment ? Il se fait une idée de comment les choses vont se passer quand il quand il fait tomber le verre de la table, et ensuite il voit ce qui se passe, et du coup il change ses représentations mentales par rapport à ça. En fait, c'est comme ça qu'on apprend tous. Toujours. Et donc, si l'élève il n'a l'occasion de tester ses représentations qu'à la toute fin, au moment où il est évalué pour sa note, ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est à ce moment-là qu'il apprend. Et là aussi, on a une clé. On s'aperçoit que le numérique, en fait, si on se pose la question du coup comment le numérique peut nous aider, on voit bien que la capacité à fournir un outil qui permet aux élèves justement de mettre en pratique durant l'apprentissage de manière répétée les connaissances et les compétences qu'on est censé leur transmettre, peut considérablement nous aider en tant qu'enseignants dans nos pratiques d'enseignement.
Voilà, donc je conclurai dessus. Ce que je voulais ici vous faire, de mettre en avant surtout, c'est plus une démarche qu'autre chose, de comment est-ce qu'on doit concevoir le numérique et même l'innovation, je dirais, au milieu de tout le reste de notre travail. Le premier message que je veux transmettre, c'est que le numérique, se poser les bonnes questions sur le numérique, c'est d'abord se poser les bonnes questions sur le plan pédagogique. Qu'est-ce qui fait que les élèves apprennent bien ? Et ensuite, il y a une question de comment est-ce que j'articule la connaissance scientifique avec ma pratique enseignant, qui est une question complexe, parce que parfois on peut avoir l'impression d'entendre des discours un peu scientistes, c'est-à-dire voilà, la pratique d'enseignement, c'est voilà, quelques leçons que nous apprennent la science, et en fait il suffit de les appliquer comme ça. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, parce qu'au fond, ce que nous apporte la science, ce n'est rien d'autre, mais c'est déjà beaucoup, que de nous enseigner les mécanismes fondamentaux cognitifs qui permettent l'apprentissage. Mais après, dans la pratique, il y a en réalité plein de manières de le faire. Et c'est là où l'expertise enseignante intervient. C'est-à-dire, quelles sont les pratiques que moi, je vais mettre en place pour essayer, m'assurer de mobiliser ces mécanismes fondamentaux. Par exemple, l'apprentissage entre pairs, ce n'est pas l'apprentissage entre pairs en soi qui fait que les élèves apprennent mieux. L'apprentissage entre pairs, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une occasion pour l'élève qui explique à un autre de voir s'il est capable de l'expliquer. Donc je reviens au mécanisme que j'ai expliqué, et il permet à l'autre élève d'avoir un feedback justement sur ses représentations mentales. Donc tout le sujet est là. Quelles sont les pratiques aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour pouvoir provoquer ces mécanismes fondamentaux de l'apprentissage que nous apprend la science ? Et je crois que c'est ça la bonne articulation à penser entre le travail scientifique que peuvent faire les cognitivistes, les psychologues et les sciences de l'éducation et la pratique de terrain, parce qu'à la fin, l'enseignement, c'est une pratique et ce n'est pas une science. Voilà, je vous remercie.